vous avez de moins en moins de salariés, et donc ça veut dire qu'on va les taxer de plus en plus. C'est-à-dire que ceux qui veulent bosser vont gagner de moins en moins. C'est évidemment pas possible. Le tout, à un moment où on nous explique, oui, mais il y aurait un droit à la paresse, on doit pouvoir profiter de ces loisirs, ça veut dire que ceux qui font le choix de travailler vont financer le droit à la paresse. Ça n'est pas possible. Bonjour Monsieur Roch, merci d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui chez Contribuables Associés. Donc, pour vous présenter un peu à nos spectateurs, vous êtes un entrepreneur, vous avez fondé et vous présidez la Franco-Européenne, un groupe qui se veut indépendant et familial, avec différents secteurs d'activité, la communication, l'audiovisuel, l'événementiel et depuis peu la restauration. Vous avez écrit récemment un livre qui s'appelle Laissez-nous bosser. Et je voudrais pour commencer que vous nous présentiez un petit peu ce livre, pourquoi vous l'avez sorti, pourquoi il s'appelle comme ça, etc. Alors, d'abord, je pense qu'il faut partir de nos 4 métiers. Le point commun entre l'événementiel, la production de films pour la télévision, la communication, relations publiques et la restauration, c'est que ça ne repose que sur l'humain. C'est-à-dire que vous avez des métiers qui peuvent se robotiser, vous avez des métiers qui peuvent se sous-traiter à l'étranger. Ces 4 métiers-là ne reposent que sur l'humain. Si vous n'avez pas de salariés, si vous n'avez pas de freelance, si vous n'avez pas d'intermittent du spectacle, vous ne pouvez pas faire ces métiers. Et donc ça fait que forcément je suis sensibilisé par l'humain. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autre solution et en même temps c'est là où je me sens utile que de travailler avec des êtres humains. Donc ça veut dire que la réflexion est un peu différente de ce qu'on peut nous raconter sur la distanciation, sur la digitalisation des rapports humains. On nous a expliqué qu'on pouvait enfermer les gens derrière des écrans. Dans nos métiers, on ne peut pas. Alors, on a pu essayer, hein, ça s'appelle l'événement en distanciel, ça a été un échec complet, que j'avais pressenti d'ailleurs. On peut expliquer que la restauration va se faire livrer par Uber Eats, mais on va arriver assez rapidement à une limite parce que aller au restaurant, c'est pas juste manger, c'est aussi passer un moment hors de chez soi. Donc tout ça m'a amené à une réflexion, me dire mais pour que mes activités reposent sur l'humain, que mes activités reposent sur l'humain, j'ai besoin de salariés. Et c'est là où j'ai peut-être mis le doigt sur le problème du travail qui n'était plus une valeur avant les autres. C'est-à-dire que j'ai vécu effaré les 4 ans que nous avons passés post-Covid du monde d'après où le travail n'était plus obligatoire. Et c'est là où j'en suis arrivé. Les éditions de l'Observatoire m'ont proposé de faire un livre en me disant votre point de vue nous intéresse. Je crois qu'il m'avait vu sur BFM Business où j'expliquais le plus grand mal que je pensais à propos de la semaine des 4 jours. Et donc, ils m'ont dit, votre point de vue nous intéresse. Et on s'est penché avec Isabelle Lasserre du Figaro en l'été 2023 sur qu'est-ce que c'était que l'expérience d'un entrepreneur de terrain et sa vision des problèmes. Et donc, on est arrivé à Laissez-nous bosser, titre qui est un peu réducteur parce que le vrai titre aurait dû être Laissez-nous bosser et ficher la paix à nos salariés. Laissez-nous bosser. Alors, laissez-nous bosser en termes de marketing, c'est pas mal. On comprend tout de suite l'idée. Le problème de laissez-nous bosser, c'est que ça laisse entendre qu'il faudrait nous laisser bosser, nous entrepreneurs.
mais c'est pas que nous, entrepreneurs. Des PME, ça fonctionne entre des entrepreneurs et des salariés. Et d'ailleurs, les deux sont nécessaires. Hein. C'est-à-dire qu'un entrepreneur tout seul, il va pas faire grand-chose. Et j'étais effaré par combien on peut nous emmerder, nous, entrepreneurs, mais combien on emmerde, on stresse nos salariés. Et donc, le livre que vous avez lu parle plus des salariés d'ailleurs même que de l'entreprise. Et arrive à un constat, c'est que en France, les salariés ne gagnent pas assez et coûtent trop cher à l'entreprise. Et au moment où il y a un questionnement sur le travail, il faut d'urgence qu'il y ait une baisse des charges salariales et des cotisations patronales, car c'est le seul moyen de récompenser ceux qui bossent. Aujourd'hui, on réclame plutôt... alors, il y a tout le discours sur le droit à la paresse, mais avec la semaine de 4 jours, c'est aussi donner la liberté aux salariés de pouvoir organiser leur temps pour qu'ils s'émancipent aussi dans leurs loisirs. La vie personnelle, c'est évidemment bien, mais une vie personnelle, c'est quoi? C'est essayer de construire quelque chose, de s'occuper de ses proches. Mais si vous écoutez bien la musique, la vie personnelle, en fait, c'est la jouissance, c'est le moi-je. Et le moi-je est évidemment nuisible pour les entreprises, il est nuisible pour un pays, mais il est même nuisible sur toute une jeunesse à qui on laisse penser que le moi-je est une finalité. Alors effectivement, c'est très très à contre-courant de ce qui se dit, mais je ne suis pas sûr que ce qui se dise soit le reflet de ce que pense la majorité des gens. Et je suis confronté dans la restauration où on a des jeunes de 16 ans qui sortent d'école sans avoir fait de longues études, sur lesquels il faut aussi qu'on puisse leur trouver un avenir, essayer de construire leur carrière avec eux pour qu'ils s'épanouissent dans le travail et qu'accessoirement ils en vivent. C'est-à-dire que tout le monde a l'air d'oublier qu'on a besoin, en tout cas 90% de la population en âge de travailler a quand même besoin d'un salaire. Donc toute cette réflexion de dire comment on vit de notre travail, comment on en vit bien et comment on peut même s'y épanouir, c'est une réflexion qui, à mon avis, est importante. Donc on est entièrement d'accord, il y a un constat, c'est le problème social sur la vision du travail. Mais donc est-ce que vous pensez que c'est l'État, vous parliez tout à l'heure par exemple des charges et de l'État en fait qui vient un peu, qui empêche et les salariés et les entrepreneurs et de manière générale le monde de l'entreprise de s'épanouir librement, enfin empêche du coup les relations dans le monde du travail. Comment ils s'immiscent là-dedans? Parce que c'est quelque chose qu'on voit en général très séparé, le monde de l'administration et le monde du travail. Alors, soyons certains d'une chose, c'est qu'on est arrivé à la fin d'un cycle et que ça ne peut plus durer. Ce livre essaye d'expliquer ça. Typiquement, le problème des charges salariales et des cotisations patronales. On nous explique, ah ben oui, mais c'est compliqué, on ne peut pas les baisser puisque déjà l'État cherche 20-30 milliards, donc on ne peut pas les baisser. Sauf qu'en fait, on perd du temps, il n'y a pas d'autre choix que de les baisser. Pour une bonne raison, c'est-à-dire que vous avez de moins en moins de salariés, et donc ça veut dire qu'on va les taxer de plus en plus. C'est-à-dire que ceux qui veulent bosser vont gagner de moins en moins. C'est évidemment pas possible. Le tout à un moment où on nous explique, oui, mais il y aurait un droit à la paresse, on doit pouvoir profiter de ses loisirs, ça veut dire que ceux qui font le choix de travailler vont financer le droit à la paresse. Ça n'est pas possible. Je veux dire, on perd du temps. Alors après, je propose dans le livre en disant on peut étudier par exemple une taxe sur le chiffre d'affaires qui permettrait que ceux qui vendent en France et qui ne fabriquent pas en France, qui n'emploient pas en France, participent à notre modèle social. Mais je dirais que ça dépasse mes compétences, ça. Que les politiques cherchent des solutions, mais se dire qu'on peut continuer dans un modèle qui ne repose que sur la croissance démographique et la croissance économique à l'infini. C'est-à-dire le système par répartition fait que vous devez toujours avoir plus de croissance économique avec toujours plus de monde. Nous avons aujourd'hui un problème de démographie et nous avons aujourd'hui une réflexion sur la croissance économique en disant oui, mais est-ce qu'elle est vertueuse? Comment on fait pour avoir une croissance économique vertueuse? Donc ça n'est pas possible. Juste ce problème-là, on devra y arriver. Alors soit on y arrive vite et bien, soit on le fait
en pleine crise, avec des PME, des commerçants qui vont fermer, qui vont déposer le bilan. Et après, il va falloir remettre tout ça, mais ça ne se passera pas de la même façon. Donc, je dis, il y a urgence. Mais j'ai rien inventé. Bruno Le Maire, en juillet l'année dernière, a dit si les Français travaillent comme les Allemands. Les Allemands, c'est pas les États-Unis. Hein. Je veux dire, ils bossent pas. Ils ont un système, un modèle social qui est assez proche du nôtre. Mais ça veut même dire que vous travaillez pas plus longtemps. Mais ça veut dire que les jeunes commencent plus jeunes. Et les seniors finissent vraiment à 64 ans. Juste de ça, et il a dit ça fait 300 milliards de recettes en plus, et je règle tous les problèmes. Et effectivement, il règle les problèmes de la dette, de la transition écologique, de baisser les charges. Et Emmanuel Macron a repris ça au début de sa conférence de presse. Ça veut dire qu'il y a peut-être une solution. Si notre pays se met à travailler un peu plus, et que ceux qui travaillent déjà, qui aiment leur travail et qui sont beaucoup plus que ce que les médias veulent nous raconter, ce que pensent les politiques, et donc qui gagnent plus et qu'on remet un pays au travail, on a une solution. Donc la priorité, c'est le travail. Or, on ne fait que démolir le travail. Donc une des solutions, ça pourrait être par exemple que l'État subventionne plus les entreprises. Non, que l'État arrête de nous subventionner, que l'État arrête de nous faire des cadeaux fiscaux, que l'État nous prenne moins. On est dans une folie absolue, c'est-à-dire qu'ils prennent énormément et puis après ils redonnent un peu. Et au final, ça s'appelle des cadeaux. Ce qui est, si je vous prends 100 euros, un peu de force, que je vous en donne 10, parce que quand même pour que vous puissiez rentrer chez vous, est-ce que je vous ai fait un cadeau de 10 ou est-ce que je vous ai pris 90 ? Oui, mais tout ce raisonnement, et ce raisonnement arrive sur des constructions qui constamment font que, ah bah tiens, ils nous font des cadeaux. Ils font pas des cadeaux. Il faut baisser les charges, il faut baisser les cotisations patronales, il faut simplifier. La bureaucratie, un mal absolu est en train de couler ce pays. Alors non seulement il coule les PME, puisque nous on n'est pas outillés pour traiter la bureaucratie, mais il coule aussi l'État. C'est-à-dire que l'État n'arrive même pas à embaucher des salariés qui ont un boulot qui n'est pas intéressant, des fonctionnaires qui ont un boulot qui n'est pas intéressant, puisque la bureaucratie n'est pas intéressante. Il n'y a jamais personne qui petit se lève et se dit tiens, je vais faire de la bureaucratie dans ma vie. Donc la bureaucratie, il faut la tailler à la hache. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'on peut y arriver. Mais on peut y arriver si toute décision, si on remet l'économie au cœur de tout dans notre pays. Et si on remet l'économie au cœur de tout dans notre pays, forcément on remet l'entreprise. Parce que c'est l'entreprise qui génère la richesse. Donc, alors, on sent, je suis toujours assez ambivalent sur Emmanuel Macron et sur Bruno Le Maire, parce que l'air de rien, dans le en même temps, il commence une phrase en général en parlant quand même des entreprises et du travail. Après, il dit exactement le contraire. Mais oui, mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que tout le reste de l'échiquier politique ne parle jamais de l'entreprise et du travail. La droite, qui devrait normalement en parler, n'en parle jamais. Gabriel Attal est arrivé dans les premiers jours, il était plutôt sur cette ligne, et puis maintenant il nous parle de la semaine de 4 jours pour les parents divorcés, une semaine sur 2. Ça, c'est une aberration. Et puis, alors, contrairement à ce que vous disiez, je pense que même si on arrivait aux 32 heures que générerait la semaine des 4 jours, avec tout le drame économique que ça serait, c'est même pas ça que les parents divorcés, on les a dans nos entreprises. Le problème d'ailleurs est même pas là. C'est pas une semaine sur 2 sur lesquelles c'est éventuellement d'avoir des journées moins chargées pour pouvoir les récupérer les enfants. Et puis les parents divorcés ont un autre problème, les jeunes parents divorcés, c'est un problème de revenus, puisque vous n'avez plus qu'un seul salaire, et que ça met beaucoup les femmes d'ailleurs sous une tension très très forte, et qu'elles n'ont qu'une seule peur, c'est de perdre leur travail, et qu'on se retrouve confronté à un problème, c'est que d'un seul coup, il y a une tension salariale sur laquelle on ne peut pas forcément répondre. Donc c'est encore vu
depuis Paris, sur lesquels, dans un dîner, il y a un conseiller qui dit bah, tiens, on a un problème, tiens, on n'a qu'à faire ça. Ça n'est pas la vraie vie. Oui, on est d'accord, on a une société qui est de plus en plus précaire, on parle souvent de la disparition de la classe moyenne, de la smicardisation de la France. Comment faire, vous, en tant qu'entrepreneur, pour augmenter, par exemple, le salaire des Français, pour que, peut-être, déjà, c'est une mesure qui est, on dit, incitatrice, et vous, comment concrètement vous réussissez à améliorer? Je veux préciser un point parce que, en fait, je paye mieux mes salariés que les moyennes de chacun de mes métiers. Et je paye au mieux mes salariés de la capacité de l'entreprise à les payer à partir du moment où on a une réflexion sur la durabilité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'une entreprise gagne de l'argent et il faut qu'une entreprise gagne de l'argent pour avoir des réserves. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, parce qu'on est censé exister et dépasser 6 mois d'espérance de vie, et on est censé aussi pouvoir passer des crises. Chez mon groupe, par exemple, quand le Covid est arrivé, aurait pu, sans les aides là, serait toujours debout. C'est-à-dire que nous avions 2 ans de trésorerie parce que c'était un souhait. J'estime qu'on ne peut pas mettre les salariés dans une situation précaire parce qu'en fait, on n'a pas de fonds propres et que si on perd un client, si on a une difficulté, eh ben, on a ses réserves. Donc ça veut dire que c'est une équation qui est un peu compliquée puisque vous payez aux salariés au mieux que vous pouvez, le tout en ayant du sens économiquement et de gagner de l'argent. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous vous apercevez qu'il y a une réalité économique. Sur les restaurants, aujourd'hui, il n'y a aucune réalité économique. Pourquoi? On a augmenté, les salaires ont été augmentés, et ce qui est bien normal, la profession a décidé de les augmenter, donc de 10 à 15%. Les matières premières ont augmenté, le produit alimentaire, quand vous faites vos courses, vous vous en rendez compte, a augmenté. Et vous ne pouvez pas vendre plus cher. À Paris, vous pouvez un peu. Mais rien que dans l'Ouest parisien, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vendre plus cher. Donc vous n'avez pas de schéma économique aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous perdez de l'argent dans la restauration. Alors ça n'a pas l'air de beaucoup gêner. Quand vous rajoutez le télétravail qui fait que vous avez 20% de chiffre d'affaires en moins qui se fait, il faut vraiment être haut fonctionnaire pour penser que vous avez un schéma économique. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas augmenter les salaires s'il n'y a pas un élément nouveau. L'élément nouveau doit être un transfert de charges salariales et de cotisations patronales. Il n'y a pas d'autre choix. Alors après, j'en parle dans le livre, j'ai une société de production de films. Ils ont su mettre, au titre de l'exception culturelle française, ils ont su mettre un système qui fait que vous avez une taxe sur vos entrées quand vous achetez un ticket pour aller voir un film. Si vous voulez, vous avez entre 1 et 2 euros qui est mis sur une caisse à part et qui est redistribué pour le cinéma français. Et comme 60 à 70% des films sont américains, en fait, le cinéma américain finance le cinéma français. Ce qui nous permet d'ailleurs d'être un des seuls pays qui a un cinéma qui existe en dehors du cinéma français. Ça existe. Le crédit d'impôt, pourquoi il y a un crédit d'impôt sur les tournages de films? C'est parce que comme il y a trop de charges, il n'y a plus un film qui se tournera en France. Bon, bah, il se trouve que dans la restauration, ils se sont dit, bah non, bah là, il n'y a pas de problème, ils ne peuvent pas délocaliser. Et bah, ce raisonnement est faux, puisqu'en fait, Uber Eats permet de ne plus avoir de salle. Donc ça veut dire que bon, le problème des charges, le système a trouvé une solution, c'est qu'en fait, on n'a plus de salles. Sauf que si vous avez plus de salles, ça veut dire qu'il y a plein d'emplois de jeunes. La restauration, c'est un métier qui est intéressant parce que ça permet d'offrir un avenir à des jeunes qui sont déscolarisés jeunes et à qui on va pouvoir apprendre un métier qui n'est pas seulement de pédaler sur un vélo. Parce qu'ils ne pédaleront pas sur un vélo jusqu'à 80 ans. Et puis vous le dites bien dans votre livre que
une ville, un centre-ville sans lieu de convivialité, c'est aussi une ville qui est morte. Et c'est vrai que c'est toute l'importance de la restauration, des cafés, etc., qui sont aussi en plus des sas de décompression. Ça pose même des problèmes. On parle beaucoup de sécurité et d'insécurité. Je vous souhaite du courage pour rentrer chez vous quand vous aurez quand dans votre quartier il n'y aura plus un restaurant, il n'y aura plus un bar. Mais il y a à chaque fois des effets induits, oui. C'est-à-dire sur lesquels je me rendais compte qu'un patron de PME qui est sur le terrain a 3 ans d'avance par rapport aux réflexions des politiques. On s'aperçoit cette semaine que les jeunes ne lisent pas. Ça fait 3 ans qu'on est effaré ça dans nos entreprises, puisqu'on sait, si vous voulez, qu'il faut réduire la taille du message qu'on va faire passer. Les écrans. Ils découvrent aujourd'hui qu'il y a un problème avec les écrans. On sait très très bien, même sur les événements, même avec des adultes, on sait qu'il faut construire différemment les messages. Donc, le télétravail, dès le 18 mai 2020, je suis passé sur BFM Business pour dire attention, la généralisation du télétravail, c'est extrêmement dangereux. C'est pas normal qu'un petit patron de PME ait une vague conscience de ce qui va arriver, alors qu'on a des gens très très brillants qui voient les coups arriver une fois qu'ils sont partis. C'est pas normal. Les conséquences d'une généralisation du télétravail, alors c'est peut-être pas populaire, mais sur la jeunesse, ça pose un problème terrible. Bon. Ouais. Je voudrais d'ailleurs revenir sur cette bureaucratie un peu déshumanisante, qui est, vous dites dans votre livre, l'inverse de l'humanité, du sens humain. Comment, concrètement, pour les spectateurs, comment, en fait, parce qu'on emploie souvent ce terme, mais c'est assez abstrait. Comment vous la voyez au quotidien, dans la réalité, par exemple, en termes de paperasse, en termes de perte de temps, etc. Alors, vous regardez votre fiche de salaire. Et votre fiche de salaire, bon, tout le monde s'en fout maintenant, mais en fait, votre fiche de salaire, elle fait ça. Et chaque ligne, si vous voulez, fait que des logiciels sont faits spécialement pour ça, sur lesquels les taux changent constamment et on ne sait même plus où ça va. En Suisse, j'ai un restaurant en Suisse, j'ai découvert, vous avez 5 lignes ou 6 lignes. On a des normes constamment. On remplit, je signe, je l'explique, je signe constamment des chèques, des autres, je ne sais même pas. J'espère que ma chef comptable est au courant de ce qu'on remplit. Mais ça va bien plus loin, la bureaucratie. Dès que l'État veut nous protéger sur quelque chose, on est en grand danger. Vous avez la dépendance économique. La dépendance économique, pour protéger les agriculteurs, les petits fournisseurs de la grande distribution, il y a une quinzaine d'années, c'est un gouvernement de droite, il décide que vous pourrez attaquer votre client s'il représente plus de 20 ou 25% du chiffre d'affaires. On comprend le raisonnement. Pas de problème, ça semble lumineux. Oui. Et bien ça, vous voyez, ça veut dire que vous n'avez plus le droit et accès aux très gros marchés si vous êtes une petite entreprise. C'est un cadeau en or qui est fait pour les grosses entreprises. Pourquoi? Parce qu'un client dit « Ah bah tiens, je vais faire un appel d'offres sur un gros événement. Ce gros événement représente X millions d'euros. Combien vous faites de chiffre d'affaires? Ah bah non, c'est trop gros pour vous, donc je vais le traiter chez les plus gros. » Voilà. Une bureaucratie folle qui génère quelque chose. On parlait de la semaine de 4 jours réservée pour les parents. Hein. Dans les faits, on sait que c'est impossible de mettre en place. On fait quoi? On fait semblant. La RGPD. RGPD, fabuleux. On met la RGPD. Pourquoi? Parce que les GAFA vendent nos données. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc auquel personne ne comprend rien, que chacun s'est refilé, donc du plus gros au plus petit, qui fait que ça part de tout en haut, qui dit bon bah responsabilité RGPD au suivant, de responsabilité RGPD. Personne ne comprend rien. Alors après c'est à peu près. Et d'ailleurs l'État ne respecte jamais ses propres normes bureaucratiques.
C'est-à-dire quand on croise un politique, il nous évite, nous entrepreneurs, parce qu'on leur dit mais vous êtes au courant de ça, et ils font mais c'est pas possible. Bah si, c'est comme ça. Je les entends souvent expliquer qu'ils ne peuvent pas respecter eux-mêmes. Ils disent bah non, ça c'est pas possible. Bah si, c'est ce que vous avez voté. Donc c'est ça constamment. Et la bureaucratie, et en plus c'est contagieux la bureaucratie, c'est-à-dire que les grands groupes ont pris goût à la bureaucratie aussi. C'est-à-dire que tout le monde adore ces normes au moment précis où on parle de l'intérêt au travail des salariés. Alors ce qui est sûr, c'est que ça n'a aucun intérêt. Donc il faut arrêter de penser qu'on pourra faire quelque chose pour le climat avec la bureaucratie. La bureaucratie n'améliorera jamais, parce que la bureaucratie n'a jamais rien amélioré. La bureaucratie tue lentement tout système. Donc voilà, après je peux vous en faire, mais et je donne dans le livre quelques exemples de ce que ça peut générer. C'est-à-dire la bureaucratie rend fou. L'exemple de la vente à perte de l'essence est un système où ça rend fou. C'est-à-dire on dit, bah tiens, comme on a un problème de budget, on n'a plus d'argent État, c'est les distributeurs qui vont vendre à perte l'essence. Bon, et alors après, je conseille vivement de lire le livre pour voir comment ce raisonnement est une folie, puisque la vente à perte est interdite. Pourquoi la vente à perte est interdite? Pour que les gros ne puissent pas tuer les petits, et donc ils sont dans ce système-là. Et il y en a plein dans le livre. C'est la bureaucratie rend fou. Et le gouvernement, on le sent bien, se retrouve à être les derniers avec le bâton de dynamite. Ça fait 40 ans qu'ils se repassent un bâton de dynamite et la mèche réduit. Et il y a panique à bord, mais je peux comprendre. Emmanuel Macron est évidemment pas le seul responsable, mais il y a un vrai problème. Enfin, c'est même plus qu'un vrai problème d'ailleurs. On est au moment où. Et vous sur votre association, d'ailleurs, on arrive au moment de vérité. C'est-à-dire que la tendance naturelle, c'est d'aller prendre plus sur les Français. Vous le sentez, ils peuvent expliquer. Monsieur Alain Minc, qui est le conseiller quand même du président de la République, il a expliqué, lui, il a une solution simple, c'est qu'il faut augmenter les impôts. Or, ne pensez pas que ça va tomber sur Bernard Arnault, que ça tombera sur les classes moyennes. Et les classes moyennes sont au bord du burn-out. C'est-à-dire ceux qui bossent et qui s'impliquent dans leurs entreprises sont en train de se poser des questions, de se dire mais pourquoi moi je m'emmerderais à aller bosser, même, et on ne les tient que parce qu'ils aiment leur entreprise et qu'ils se disent bon, on va être loyal. Mais la grande démission qui est de dire bah, ok, moi aussi je vais en faire le moins possible, là on va avoir des très grands problèmes. Donc ils vont augmenter l'imposition. Ils vont, le prélèvement à la source sur lequel tout le monde a trouvé ça exceptionnel, j'avais senti que c'était un transfert de l'impopularité de l'impôt sur l'entrepreneur, puisque évidemment, vous allez parler en net de net. Et en parlant en net de net, c'est-à-dire qu'on va venir voir, à juste titre, le salarié va dire, bah oui, mais attends, moi je gagne moins. Mais c'est pas, faut aller voir Emmanuel Macron, sauf qu'ils n'iront pas voir Emmanuel Macron. Donc, ils ne peuvent pas toucher à l'impôt. S'ils le font sur les entreprises, les PME, ça, c'est pas possible. Ils peuvent le faire. Hein. Si vous êtes sur le Titanic, vous pouvez continuer à creuser le trou. Et donc arrive le moment des très très grandes décisions. Et la principale décision, c'est de remettre le travail. D'ailleurs, dans votre livre, vous nous comparez à l'Italie, ce qui m'a à titre personnel surpris, parce que c'est vrai qu'on se compare plus facilement à l'Allemagne, où on a comme modèle les pays du Nord. Et vous parlez de l'Italie plusieurs fois, notamment à la sortie du Covid, les chaînes, les embouteillages et les gens qui retournent au travail. Pourquoi l'Italie comme modèle? Comment on peut s'inspirer d'eux? Alors, c'est pas un modèle. En fait, l'Italie, j'en parle sur deux choses, mais c'est très intéressant. Vous vous souvenez, non, vous êtes beaucoup trop jeune, dans la crise de 2008-2009, il y avait un mépris absolu de l'Europe du Nord pour les pays du Club Med, qui étaient les pays du Sud, et la France
Pour les pays du Nord, la France faisait partie du Club Med, mais évidemment, la France estimait qu'elle ne faisait pas partie de ça. Et c'était très clairement Portugal, Grèce, Espagne et Italie. Et c'est vrai que, pas en l'Italie, mais les trois autres, ils bossaient pas. Et donc, ils ont connu une crise, mais une vraie crise. En Grèce, ils se chauffaient pas. Et ben aujourd'hui, alors ça les a marqués. Aujourd'hui, pour faire des événements, par exemple, c'est plus facile de les faire en Europe du Sud qu'en Europe du Nord parce qu'ils bossent. En Italie, ils bossent. Le problème de l'Italie, en fait, c'est qu'ils ont une énorme dette. Ils ont une dette encore plus importante que la France. Mais si vous annulez la dette italienne, ils sont positifs. Tandis que nous, on continue à perdre de l'argent. C'est-à-dire, eux, le problème, c'est le remboursement de la dette. Mais ils ont des entreprises. Les Italiens, ils bossent. C'est-à-dire qu'ils travaillent encore. Et l'Europe du Nord, d'ailleurs, aujourd'hui, se pose des questions. Alors, c'est une crise d'enfants de bonne famille qui veulent changer de vie, qui se remettront à bosser. Mais l'Europe du Sud nous démontre que si on se remet à bosser, et les chiffres du Portugal sont bons, les chiffres de l'Italie sont mauvais à cause de la dette, mais les entreprises italiennes, par chez pays, je donne un autre exemple sur l'Italie, c'est qu'il y a un bon chauvinisme économique, c'est-à-dire qu'une grosse entreprise italienne est italienne. Nos entreprises françaises en fait, on les a tellement critiqués, insultés et tout, qu'ils se sont dit, bon, on oublie un peu qu'on est français et on va investir à l'étranger. Et ça pose un énorme problème, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent en France. Ça, tout le monde doit comprendre ça, il n'y a plus d'argent en France. C'est-à-dire pourquoi? Parce que les entreprises, les grosses entreprises n'investissent pas en France et les PME n'ont plus d'argent pour investir. Et nos salariés, et les salariés ne gagnent pas assez, donc ils doivent aller acheter au moins cher. Donc il y a toute une économie du moins cher qui pose d'ailleurs des problèmes sur toute la chaîne, les agriculteurs, ça. Et donc il faut bien comprendre ça. Oui, l'Italie, il y a des choses à prendre. Déjà, cet amour de leurs entreprises. Ouais. C'est vrai que fuite des capitaux, fuite des cerveaux, la France est un grand panier percé. Vous l'avez dit, nous, chez Contribuables Associés, on se bat... on se bat pour la fin du gaspillage d'argent public, pour qu'on ait des dépenses qui soient proportionnées aux recettes que reçoit l'État pour éviter justement du coup cette chaîne d'endettement. Et là, on vient de sortir une étude sur la simplification administrative, justement pour sortir de l'enfer bureaucratique et remettre effectivement, comme vous le disiez, un peu l'humain au centre. Ce que vous dites est très intéressant, mais je pense qu'en fait il faut aller beaucoup plus loin. On parle beaucoup en ce moment du président de la République, du ministre des Armées, d'une économie de guerre. C'est quoi une économie de guerre? C'est une économie qui justement met de côté les normes et dit ok, go, focus, on avance. Et ben il va falloir passer tout notre pays en économie de guerre. Et donc se dire, c'est bon, maintenant, on gèle les normes et on soutient ceux qui bossent, ceux qui créent des emplois et ceux qui travaillent et qui travaillent vraiment. Et donc toute la réflexion, c'est ça l'économie de guerre. Et l'économie de guerre va alimenter l'économie de guerre, puisque hier je regardais un reportage, on a besoin de porte-avions, on a besoin de sous-marins nucléaires, donc ça veut dire qu'on a besoin d'argent. Et je regardais la santé, l'éducation, les enfants ne savent pas lire tout, ça veut dire de l'argent. Ça veut dire qu'il y a besoin de toute façon, alors il doit évidemment être mieux utilisé, mais il y a besoin aussi d'argent. Donc on doit se mettre en guerre, en économie de guerre. Et l'économie de guerre, c'est remettre tout au cœur, de se dire, ok, est-ce que c'est bon pour notre économie ou pas bon? Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. C'est plaisir grandement partagé.